Bonjour tout le monde. Ça fait maintenant 11 semaines que les citoyens et citoyennes d'Arthabasca sont privés de députés. Une absence qu'on pouvait envisager dès le moment que Éric Lefebvre est devenu député fédéral. Or, il se trouve que le gouvernement de la CAQ n'a toujours pas trouvé de candidat ou de candidate pour cette élection. Il semble avoir un désintérêt à l'égard de la succession dans cette circonscription. C'est très malheureux parce que nous, on est motivés. Et à nouveau, j'invite le premier ministre qui tiendra un conseil des ministres aujourd'hui, on est mercredi, à déclencher cette élection partielle dans Arthabasca. On ne peut pas attendre plus longtemps pour être représenté dans cette circonscription. C'est le message qu'Alec Boissonneau entend tous les jours. Tous les jours, on lui dit qu'on a besoin de quelqu'un pour porter les dossiers. J'ai vécu aussi des épisodes de cette nature-là dans Victoriaville, au Cégep, entre autres. On m'a indiqué qu'il y avait des dossiers à faire cheminer. Ça prend un député. Donc, la question à nouveau, où réside l'intérêt du premier ministre à ne pas tenir une élection partielle, à retarder cette élection partielle? Manifestement, il y a un candidat conservateur, il y a un candidat du Parti québécois, il y a une candidate de Québec solidaire. J'invite les libéraux à procéder et surtout à la CAQ de déclencher et de se trouver quelqu'un qui va accepter de les représenter. Donc, c'est un enjeu important pour nous. Et comme mercredi dernier, je vous rappelle cela, ça fait maintenant 11 semaines et c'est franchement contre-productif d'attendre plus longtemps pour que les gens de cette région soient représentés. L'avenir énergétique, économique, environnemental, social du Québec continue de se jouer à la commission parlementaire sur le projet de loi 69 réformant le secteur de l'énergie. Souvenez-vous de ceci, quand le gouvernement va invoquer le bâillon, il va parler des oppositions. Hier, on avait tout un après-midi, toute une soirée pour siéger. Nous n'avons pas siégé. C'est le gouvernement qui décide ça. Pendant qu'on siégeait, dans le peu de temps qu'on a eu le matin, on a encore débusqué des problèmes dans le projet de loi. On a encore débusqué des mécanismes qui représentent un danger pour tous les consommateurs d'électricité du Québec, c'est-à-dire tout le monde. Le gouvernement n'a pas d'idée des impacts de son projet de loi parce que c'est Hydro-Québec qui lui a poussé les arguments. Et parlant d'Hydro-Québec, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et d'inacceptable hier après-midi. Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebia, s'est prêté au jeu politique du gouvernement sur le bâillon. Alors hier, on a entendu dire que sans bâillon, sans adoption rapide du projet de loi 69, ça coûterait 6 milliards de plus. Ou peut-être qu'à l'inverse, qu'on épargnerait 6 milliards de dollars si on adopte rapidement le projet de loi 69. J'ai parlé à plein d'experts toute la soirée hier, encore ce matin. Il n'y a personne qui est capable de comprendre d'où vient ce chiffre-là. C'est complètement farfelu. C'est complètement farfelu. Il n'y a aucun projet actuellement qu'Hydro-Québec ne peut pas commencer ou ne peut pas continuer parce qu'il lui manque le projet de loi 69. C'est complètement absurde de penser qu'actuellement, si on adopte le 7 juin le projet de loi 69, il y aurait des chantiers qui commenceraient avant la Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ou cet été. Il y a plein d'étapes à passer. On prend les gens pour des valises, c'est absurde. Et surtout, on voit que désormais, Hydro-Québec et le gouvernement marchent main dans la main, y compris sur des thèmes politiques. Je demande à Michael Sebia de respecter le principe de l'indépendance minimale entre le gouvernement et Hydro-Québec et de cesser de se mêler de politique. Ce qui est farfelu, c'est l'estimation. Est-ce que vous remettez en doute l'idée que d'adopter le projet de loi 69 permettrait à Hydro-Québec de faire des économies en lançant les travaux plus tôt? Je remets complètement en doute cette idée-là. C'est farfelu. Aucune économie à gagner. Peut-être que dans l'avenir, ça va changer un certain nombre de choses. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'on ne le sait pas parce que le gouvernement n'est pas en maîtrise de la série d'amendements qu'on nous a garochés à la dernière minute, encore 3 autres hier. Donc, on est rendu à 55 amendements qui ont radicalement changé le projet de loi. Ce sur quoi il y a eu des consultations particulières, ça n'a plus rien à voir avec ce dont on parle actuellement. Et cette base de calcul-là, le 6 milliards, d'où est-ce que ça sort? C'est un ballon. Pensez-y, là. On dit que si un projet de loi va être adopté, là, ça serait dans la nuit de vendredi à samedi, vraisemblablement. Donc, le 7 juin, on a un projet de loi. Et là, soudainement, on part en chantier pour construire des parcs éoliens. Mais qui va croire ça au Québec? C'est absurde. Je vous le dis, depuis hier, depuis que j'ai vu ça, j'ai demandé à toutes sortes d'experts de tous les horizons, des groupes environnementaux de la société civile jusqu'aux industries en passant par les PME. Personne ne comprend ce calcul et personne, en fait, tout le monde pense qu'il n'y a pas de calcul.
C'est un ballon politique. Est-ce que vous êtes en train de lancer un avertissement à M. Seba quand même sur sa légitimité concernant justement sa proximité avec le gouvernement? Je réfère d'abord à 2 moments clés. À la période d'étude des crédits, j'ai demandé à Michael Sebia s'il s'inquiétait de la politisation des tarifs. Il m'a répondu clairement qu'il préférait ne pas respecter sa loi constitutive, la loi sur Hydro-Québec, qui prévoit ce qu'Hydro-Québec doit faire quand elle arrive devant la Régie de l'énergie. Il dit « Je préfère ne pas faire ça et prêter l'oreille à ce que le gouvernement me dit de faire, puis c'est ça que je vais faire. » Donc, Hydro-Québec a accepté que désormais, les tarifs, c'est le gouvernement qui s'en occupe, que c'est politique. En échange, Hydro-Québec a passé tous ces amendements qui contiennent un paquet de bonbons pour Hydro-Québec. Donc, actuellement, l'indépendance entre le gouvernement et Hydro-Québec, il y a toujours une saine distance. Il n'y en a pas actuellement. Et oui, je demande à Michael Sebia de faire très attention et de ne pas se mêler aux jeux politiques du gouvernement, parce que hier, ce qu'on a vu, c'est Hydro-Québec qui fournit des arguments, et je mets ça entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'arguments, pour justifier un bâillon, et ce n'est pas acceptable. M. Paradis, hausse de 50 des tarifs acier et aluminium. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral, qu'est-ce que le gouvernement du Québec doit faire? Je vais être obligé de vous répéter ce qu'on vous dit depuis la première fois que ça a été évoqué, après les élections, par Donald Trump. On a dit, attention, il faut lire les livres de Donald Trump. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant son premier mandat. Son premier mandat, c'est une guerre tarifaire de 4 ans, même pendant la négociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Alors, on vous redit les mêmes lignes aujourd'hui. Attention, réagissons calmement. Oui, bien sûr, il y a des inquiétudes, puis on est solidaire avec les industries québécoises qui peuvent être affectées, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas s'ils vont être levés demain, on ne sait pas quels sont les objectifs clairs. Personne n'est capable de voir dans la boule de cristal de Donald Trump parce que c'est son objectif, il l'a dit. Il faut créer le chaos, il faut demander tout pour être capable d'obtenir quelque chose. Il l'a même dit, des fois, je commence puis je ne sais même pas ce que je veux obtenir à la fin. Donc ça, c'est sur la partie de Donald Trump. Ce que je note, c'est que Mark Carney s'est fait élire uniquement sur cette question-là. Il a dit « Je vais être votre protecteur. Grâce à moi, le bouclier canadien va nous protéger. » On a vu l'efficacité. Au même moment où c'était annoncé, il y avait une délégation canadienne qui était assise avec le secrétaire au commerce. Ça n'a rien changé. Le projet de loi 69, M. Paradis, diriez-vous qu'il est pire que celui qui a été déposé il y a à peu près 1 an par le ministre Fitzgibbon? Le projet de loi 69 avait déjà plusieurs problèmes qu'on dénonçait. Nous, on demande son retrait depuis le début. Par exemple, l'absence de consultation. Le fait qu'on trace une route, mais on ne sait pas pour aller où. Pas de vision du gouvernement. Il contenait déjà des articles qui ouvraient une brèche à la privatisation de la vente d'électricité, à la vente d'actifs aux intérêts privés. Il ouvrait déjà une brèche pour que le gouvernement s'octroie le droit de modifier les tarifs. Malgré son message sur la protection des tarifs à 3 %, il n'y a rien dans le projet de loi là-dessus. Au contraire, il se donne les outils pour le faire. Ça, c'était déjà là. Ce qui a empiré le projet de loi 69, c'est qu'on l'a changé radicalement à quelques semaines de la fin de la session par une série d'amendements. On est rendu à 55 amendements, pas de petits ajustements techniques, des modifications radicales qui ont été poussées par Hydro-Québec. C'est la main invisible d'Hydro-Québec qui est derrière ces amendements-là. C'est un paquet de cadeaux, d'avantages pour Hydro-Québec, mais surtout, c'est le gouvernement qui vient complètement changer la façon dont les tarifs sont déterminés au Québec. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les ménages, ça concerne les PME, ça concerne les industries. Les industries, ça concerne tout le monde et le gouvernement ne procède pas à visière levée. Est-ce que vous partagez les inquiétudes des PME, à savoir que l'augmentation des tarifs d'électricité pourrait empirer les conséquences des tarifs dont vous venez de parler sur l'acier et l'aluminium, entre autres? Ça peut certainement être une conséquence et les PME ont raison de s'inquiéter. Les ménages, monsieur et madame tout le monde, ont raison de s'inquiéter. Les industries ont raison de s'inquiéter. Tout le monde a raison de s'inquiéter parce qu'actuellement, on est en train de créer un chaos. Et surtout, on ne sait pas où le gouvernement veut aller. J'ai posé la question, j'ai dû la poser 20 fois en commission parlementaire à la ministre. Avez-vous un plan? Connaissez-vous l'impact de tel article? On arrive à l'article suivant. Avez-vous analysé l'impact de ce changement?
La réponse, c'est toujours non ou il n'y a pas de réponse. Tout le monde a raison de s'inquiéter parce que, notamment, le gouvernement, dans le fin fond d'un 4e alinéa d'un article que j'ai débusqué, se donne le droit de changer les règles de l'interfinancement. Puis l'interfinancement, ça veut dire qui paye quoi entre les ménages, les PME et l'industrie. Avant, c'était personne ne peut toucher à ça. Là, le gouvernement se dit, moi, j'ai le droit de demander à la Régie de l'énergie de le toucher. Est-ce que, M. Legault, vous êtes d'avis qu'il devrait s'impliquer davantage en diplomatie aux États-Unis plutôt que d'aller en France comme il a prévu de le faire la semaine prochaine? Nous avons, nous, demandé au premier ministre de s'impliquer dans la diversification des exportations et du commerce international du Québec. Donc, nous n'allons certainement pas lui reprocher d'aller en France. En fait, nous saluons sa présence en France là, dans une importante rencontre commerciale. Et en fait, nous sommes contents qu'actuellement, il ne se rende pas à Washington parce que vous m'avez entendu à plusieurs reprises sur le désastre que fut sa dernière mission à Washington, où il s'est précipité là-bas pour dire, première chose que je vous dis, j'offre des concessions importantes dans les secteurs de l'aluminium, de la foresterie, de l'aéronautique, et ce n'était vraiment pas la bonne stratégie. Alors actuellement, tant mieux si notre premier ministre pense à la diversification. C'est juste que on a eu un tango, mais j'aimerais revenir à l'énergie parce que je vais vous poser la question différemment, en fait. Est-ce que M. Sebia est encore la bonne personne pour diriger Hydro-Québec dans le contexte? La question actuellement, c'est celle de la dynamique qui est en train de se créer, où à l'Assemblée nationale, on a le PDG d'une société d'État qui répond à ma question. Je lui dis, êtes-vous inquiet de la politisation des tarifs? Que le gouvernement vous impose quoi faire et quoi dire devant la Régie de l'énergie, puis qu'ensuite, peu importe ce que la Régie de l'énergie dit, le gouvernement, par décret, efface toutes les lois du Québec puis détermine les tarifs. Ça, il y a un processus qui est prévu par la loi, et c'est de ça dont je parlais à Michael Sebia. Il me dit, je préfère me faire dire par le gouvernement quoi faire, puis que le gouvernement décide quoi faire, plutôt que de suivre ma loi. Ça, c'est très inquiétant. Actuellement, il semble y avoir la Société d'État Hydro-Québec et le gouvernement qui marchent main dans la main, à telle enseigne que hier, alors que la discussion était sur un possible bâillon, Hydro-Québec semble avoir fourni des arguments au gouvernement en sortant de nulle part qu'on épargnerait 6 milliards de dollars si on adopte rapidement le projet de loi 69, et il n'y a aucune assise pour cet argument-là. Donc, je demande à Michael Sebia de respecter la saine distance qu'il doit y avoir entre lui et entre le gouvernement, notamment sur des questions politiques. Une sorte de quiproquo, c'est-à-dire je ferme les yeux sur les tarifs, puis en échange, vous acceptez mes amendements? Vous savez, c'est pas moi qui est dans les officines. Mais si on voit, là, ça fait beaucoup de temps qu'on part sur ce projet de loi. Et on voit la dynamique, et on voit que Hydro-Québec, par la voix de son PDG, a carrément accepté que malgré ce qui est écrit dans la loi sur la Régie de l'énergie, malgré ce qui est écrit dans la loi sur Hydro-Québec, désormais, quand il s'agit de tarifs, c'est le gouvernement qui décide, malgré ma loi constitutive d'Hydro-Québec. Ça, c'est clair. Il l'a dit à l'Assemblée nationale en réponse à une de mes questions. Et d'autre part, tous les amendements qu'on voit arriver actuellement sont clairement téléguidés par Hydro-Québec. On pose les questions à la ministre, à son équipe, puis parfois, on n'a pas de réponse. Pourquoi on a ça? Mais à chaque fois, c'est Hydro-Québec qui gagne, notamment sur le fait que tous les risques des investissements qui sont prévus actuellement au Québec, 200 milliards d'investissements, les risques sont transférés à qui? Aux Québécois, aux consommateurs. Parce que maintenant, on a dit tout ça, s'il y a des investissements, s'il y a des manques à gagner, on va mettre ça dans les tarifs aux consommateurs, aux PME, aux industries. Les ententes avec les Autochtones, on ne remet pas en doute le bien fondé, mais maintenant, c'est calculé différemment. Il peut y avoir des ententes avec des montants très importants, les consommateurs vont payer. Les consommateurs et les contribuables, ce n'est pas les mêmes poches. Ce n'est pas la même chose. Les ententes avec les redistributeurs d'électricité, on va mettre ça dans les tarifs. Donc, on est en train d'opérer de très gros changements. Là, je vois des gens qui hochent la tête. C'est très, très important ce qui se passe actuellement à la Commission sur le projet de loi 69. Et le gouvernement se prépare à nous enfoncer ça dans la gorge par bâillon. Oui, bien, sur 106, on avait un coup de sonde ce matin dans le soleil, les directeurs de la capitale nationale qui, généralement, voient quand même du bon dans la position du gouvernement vers les médecins par rapport
relié là, notamment à la performance. Donc, est-ce que ça résonne quand même dans la population, ce choix du gouvernement? C'est pas le premier chiffre que j'ai regardé. J'ai vu que dans la région de la Capitale-Nationale, seulement 4 des citoyens et citoyennes ont confiance à la CAQ. Donc, ce n'est pas les bonnes personnes pour conduire les changements, manifestement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alternative. Excusez-moi, juste une question sur les jugements en français. Vous avez peut-être vu ça ce matin. Le ministre de la Justice est d'avis qu'il y a des irrégularités toujours. Est-ce qu'il doit agir? Si oui, comment? C'est une question complexe parce que c'est la relation entre le gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais là, il y a une loi au Québec qui a été adoptée, qui est la loi 96, qui prévoit, mais on est au Québec, que les jugements doivent être rendus en français. Et il faut faire très attention que le judiciaire ne tombe pas dans le militantisme judiciaire, c'est-à-dire qu'on veut faire passer un argument de nature plus politique. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais oui, les lois du Québec doivent être respectées, et au premier chef, évidemment, par celles et ceux qui rendent les décisions. Militants qui refusent, par idéologie, de traduire leur jugement? Je ne dirai pas ça ce matin. Je dis qu'il faut toujours faire attention à cette ligne, de respecter la ligne entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif, et que le premier devoir, bien sûr, des juges, c'est de rendre des décisions en fonction des lois adoptées par l'Assemblée nationale. Tariffs. What does Quebec need to do? What should the Premier do starting today? I'm sorry? Tariffs. What does Quebec need to do, and what should François Legault do starting today? Well, first of all, we must be there in solidarity with our industries that might be affected by new tariffs. However, we have the same point of view since the very beginning, since then elected President Trump started to think about tariffs or to speak publicly about tariffs. It was back in November. So we said we must keep calm, a cool head, because this is what he has always said publicly. That's a negotiation technique, create chaos, demand the impossible, and then negotiate, even though at the very beginning, himself is not very sure about exactly what is his intent. So we must keep calm, wait for political sectors, the industries in the U.S. to react. To date, there has always been that reaction, pushing back by other powers within the U.S. society. So we must keep calm and wait for the next few days what will happen. And Premier Legault is in Europe. He's going on a mission to help foster the diversification of our exports, and that's a good thing. Should we be keeping him away from Washington? I heard your comments in French. Well, based on absolutely. his last trip. In a way, I am happy that he's going to work on fostering the diversification of our exports in Europe, because last time he was in Washington, very bad results. It was close to a disaster when he rushed to offer important concessions on those sectors that are key to our economy, aeronautics, softwood lumber, and minerals. And honestly, what a bad tactic. So he went to Washington to open his hand while he's playing poker with Donald Trump. And they had to pay for that. I'm sorry? They had to pay to be in touch with some major right, thank American politician. Maybe a scalper was there to sell something. Yeah. Thank you. Pascal is reminding me what I was saying, that, that's a big argument, Federalists are always putting forth, that thank God we are part of Canada, so we have full access to the president. So remember that when our premier, together with all premiers in Canada, was in Washington, they had to pay a lobbying firm to have a meeting with assistance of consultants of the president. Meet and greet. Right. À 90 000, on n'a pas le temps d'en parler, mais... C'est trop. Ouais. Vous trouvez que l'Institut du Québec ne propose pas quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de vider les arriérés 35 000. de résidents non permanents? On propose 35 000. C'est beaucoup trop. C'est la capacité du Québec d'en faire des intégrations réussies à tous égards, en matière de logement, en matière d'emploi, en matière de place en service de garde. Donc,
C'est beaucoup trop encore. Et la question que Paul Saint-Pierre Plamondon a posée au premier ministre hier était la bonne. Le premier ministre est en compagnie du premier ministre du Canada. Il ne parle même pas de ça. Donc, il se craint qu'au Québec, mais quand ça compte, il est en amour avec le Canada puis avec les premiers ministres. C'est pas sérieux, ça. Je veux dire, il donne une commission, il revient, il n'a pas ramené ce que tu lui avais demandé. C'est un peu ça, François Legault. Pour revenir sur Arthabasca, M. Bérubé, Oui. vous disiez que le gouvernement Legault, pour le gouvernement, c'est très long avant d'annoncer l'élection partielle. Pourquoi, selon vous, le gouvernement tend à annoncer celle-ci? D'abord, je pense qu'il ne trouve pas de candidat ou de candidate. Ça, c'est la première raison. Peut-être qu'il s'imagine que ça va aller mieux plus tard. J'ai une nouvelle de dernière heure. Ça n'ira pas mieux plus tard pour la CAQ. Ensuite, ils vont devoir faire face à l'électorat tôt ou tard. Alors, de manquer de respect aux électeurs, c'est exactement ce qu'ils font. Là, il n'y a pas de députés. Puis là, ils attendent. Mais ils attendent pourquoi? Nous, on est prêts, on fait campagne. On n'a pas peur du résultat. Écoutez, on a fait 10 % à la dernière élection. On a fini 3e. La CAQ a fait 53. Mais nous, on est prêts et on est motivés. Alors, si ça ne le tente pas, qu'il se passe du chemin, on va représenter cette région-là avec honneur et dignité.